Bonjour, toujours dans la méthodologie de ce travail à distance et dû à ce climat qui visiblement ne va pas s'arrêter de sitôt. euh, donc, je répète, pédagogie est en répétition, prenez soin de vous, restez au maximum dans les clous et pour vous et tous les vôtres, parce que même s'il y aura peut-être des questions légitimes à se poser plus tard, l'heure n'est pas à autre chose qu'à la protection et à assurer votre propre sécurité sanitaire. Et en espérant que vous allez bien, du mieux possible, ainsi que ceux qui vous tiennent à cœur. Euh, J'essaye de continuer. Alors, évidemment, en m'étalant plus que je ne l'aurais fait en cours, mais bon, au moins, pour une fois, cela nous donnera l'occasion d'aller au bout des choses. La dernière fois, j'ai souligné, sans cacher la difficulté qu'il y avait à en apprécier la portée, j'ai souligné quand même cet épisode peu connu des négociations entre le gouvernement Guy Mollet et le FLN au printemps 1956, parce que je pense en conscience que ce gouvernement a sincèrement cru qu'il trouverait une solution politique au conflit et qu'il a accepté les exactions comme un mal nécessaire. C'est pas glorieux, mais c'était l'idée qu'on aurait une solution. Exit la solution des négociations, et j'ai essayé aussi de vous montrer comment on passait intellectuellement à une seconde phase, mais ce n'est pas les Algériens qui sont en cause là-dedans, c'est le soutien au nom du pan-arabisme que le colonel Nasser leur apporte. Donc, Eureka, la solution est simple. Débarrassons-nous de Nasser. S'il n'y avait pas Nasser, ça irait mieux. Alors peu importe que cette idée soit débile. Dans mon bouquin sur Guy Mollet, j'ai intitulé le chapitre sur ce passage-là Algérie, capitale, Le Caire. J'espère qu'aucun d'entre vous ne me fera le procès d'intention de me prétendre suffisamment nul en géographie pour ne pas savoir que Le Caire, c'est en Égypte et pas en Algérie. C'est une idée absurde, mais c'est celle qui explique ce que va être la stratégie française, d'autant que Nasser va offrir, semble-t-il, sur un plateau d'argent, un prétexte en or. C'est réellement inespéré. C'est la nationalisation du canal de Suez. Et là, immédiatement, Français et Britanniques disent on ne laissera pas faire. Les Britanniques, comme à leur habitude, après avoir aboyé, vont traîner. Le canal de Suez, pour eux, c'était capital dans la circulation avec l'océan Indien, par la mer Rouge. C'était, même si l'Inde est devenue indépendante, c'était capital dans leur contrôle et leur présence dans un Moyen-Orient où ils avaient joué un rôle très important. Cela ne fait que 12 ans qu'ils ont quitté la Palestine. Il y a des intérêts britanniques énormes en Jordanie et en Irak. Bref, donc les Britanniques crient beaucoup, mais après prudence. Mais les Français, eux,
même s'ils disent que c'est au nom de la liberté de circulation sur le canal de Suez. Les Français vont se montrer beaucoup plus virulents pour mener une opération contre Nasser à travers cet élément fourni par la nationalisation du canal de Suez, parce que tout simplement, ils sont mus par la conviction que abattre Nasser permettra de garder l'Algérie française. C'est comme une partie de billard, vous tapez sur une boule, et c'est l'effet rebours que vous aurez sur l'autre boule qui compte, et que vous cherchez à atteindre. Et donc, après la communauté de réaction franco-britannique au lendemain de la nationalisation, par ailleurs légitime, surtout de mon point de vue, du canal de Suez, par Nasser, du point de vue des Égyptiens. Qu'est-ce que c'est au nom de quoi on leur empêcherait de nationaliser le canal de Suez? Donc, la communauté d'intérêt dans la condamnation va s'effriter. De sorte que les Français vont trouver un autre partenaire, l'État d'Israël. D'autant que les Israéliens, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, parce que là j'en ai pour des heures et des heures, depuis 1954 au moins, les Israéliens cherchent un prétexte pour mener une guerre préventive contre Nasser, qui les menace. Il y a un très beau livre, déjà ancien, paru aux éditions du Rocher, enfin traduit en français aux éditions du Rocher, de mon collègue israélien Moti Golani, qui s'appelle La guerre du Sinaï, et qui offre des éléments de réflexion très précis. J'en ai moi-même beaucoup parlé dans mes écrits, mais bon. En fait, s'allier à Israël de façon, disons, très, très discrète, pour ne pas dire secrète, c'est aussi, du point de vue français, une manière de faire monter les enchères vis-à-vis des Britanniques. De sorte que lorsque ces contacts, et les Français expliquent début septembre 1956 aux Britanniques, vos belles paroles, on en a un peu ras-le-bol, et nous, on va y aller. Les interlocuteurs britanniques comprennent très bien que, oui, ok, les Français vont y aller parce qu'ils ont l'appui de quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre, c'est Israël. Et ils ne peuvent pas laisser la scène moyen-orientale, comme je viens de vous l'expliquer, libre aux initiatives françaises et israéliennes. Donc, c'est un jeu diplomatique complexe et qui fait que l'expédition de Suez, traditionnellement analysée comme une expédition de la diplomatie de la canonnière colonialiste classique, poursuit en fait un autre but. Notons enfin que du point de vue israélien, les Israéliens vont profiter, eux, ils sont intéressés par un conflit contre Nasser pour garantir la liberté de circulation sur la mer Rouge, donc c'est le détroit de Tirane qui les intéresse. Le canal de Suez, ils n'en ont rien à cirer. Strictement rien à cirer, ils s'en foutent. Et donc, les Français vont négocier avec les Israéliens que l'offensive israélienne se détourne un petit peu du détroit de Tirane à travers le désert du Sinaï et qu'une partie au moins se déroule en direction du canal de Suez, de sorte que la France et les Britanniques, malgré eux, interviennent comme une forme d'arbitre. Remarquez, pour les Britanniques, ça fait juste la conception de l'arbitrage britannique en rugby, d'une malhonnêteté chronique confère Écosse-France de ce point de vue-là. Et je ne plaisante pas. Donc, Français et Britanniques apparaîtraient, si possible, au nom de la communauté internationale,
comme les messieurs bons offices séparant les belligérants. Enverrait un ultimatum aux deux, Israël et Égypte. Les Israéliens accepteraient le retour au statu quo ante sur le canal de Suez. Les Égyptiens refuseraient et donc porteraient plan éminemment subtil. Je plaisante en disant cela, hein, vous comprenez bien mon ironie amère. Les Égyptiens porteraient aux yeux de la communauté internationale la responsabilité de l'échec, de la rupture, ou l'intervention militaire. Sauf que les Israéliens disent, vous êtes vachement sympas avec nous, mais c'est nous qui prenons tous les risques. Et donc les Israéliens vont négocier avec les Français, ils ne vont pas négocier avec les Anglais ne les supportent pas, depuis le mandat britannique en Palestine, donc les Britanniques sont totalement à côté de la négociation franco-israélienne. Et cette négociation va aboutir en octobre 1956, entre le 22 et le 24 octobre 1956, à Sèvres, dans la banlieue parisienne, dans la villa d'un conseiller de Guy Mollet, qui s'appelle Mangin, le fils du général Mangin, qu'on surnommait parmi d'autres le boucher pendant la Première Guerre mondiale. Et cette négociation, c'est la fabrication du prétexte israélien tel que je viens de vous le marquer, de vous l'indiquer. Donc, vous intervenez contre Nasser, y compris dans la zone du canal, et nous apparaîtrons comme l'arbitre. Et comme vous allez avoir un prix très lourd à payer, c'est dangereux. Pendant quelques jours, l'ultimatum vous laisse seul. Pour séparer les belligérants, cet ultimatum vous laisse seul face à Nasser, tout simplement, nous vous donnons un truc qui garantit votre sécurité à terme. Ça s'appelle la technologie nucléaire. C'est la France qui donne, autre aspect de cette négociation secrète, au jeune directeur du ministère de la Défense israélien, Shimon Peres. C'est la France qui donne cette technologie nucléaire à l'État d'Israël et qui lui permettra la première mise en place de la centrale nucléaire de Dimona. Mais là, de notre point de vue, n'est pas l'essentiel. D'ailleurs, l'intervention française sera beaucoup plus complexe que ce que l'on dit, puisque des navires français protégeront les côtes israéliennes, ouvriront le feu avant même l'opération militaire contre des bâtiments égyptiens. Ce sont des avions français qui transporteront les troupes israéliennes dans la région du canal de Suez. Enfin bref, c'est quelque chose compliqué que j'ai publié, sur lequel j'ai fait de nombreux articles, donc vous trouverez ça sans trop de difficultés. Et ça foire. J'ajoute à cela que le même jour où s'ouvrait cette conférence secrète à Sèvres, qui aboutit donc à ces accords clandestins dont le but c'est on abat le régime de Nasser pour garder l'Algérie française, le but français, l'objectif français. Le 22 octobre 1956 se produit un autre événement. C'est que les services militaires français apprennent qu'un avion venant du Maroc et en direction de la Tunisie transporte les principaux leaders du FLN, et ces autorités militaires françaises, de leur propre initiative. Donc je cause français, c'est le pouvoir militaire qui prend l'initiative, arraisonne, détourne, en menaçant de l'abattre, tout simplement, au-dessus des îles Baléares, cet avion, le font tourner pendant extrêmement longtemps pour qu'à l'intérieur de l'avion,
les leaders indépendantistes du FLN ne s'aperçoivent de rien, le temps de faire semblant que le voyage dure jusqu'en Tunisie, et le font atterrir à Alger. Dans l'avion, il y a les principaux chefs du FLN, dont Ahmed Ben Bella et Hossein Aït Ahmed, qui sera plus tard leader de la Kabylie et qui sera plus tard l'un des patrons du front des forces socialistes et qui s'opposera dans les années terribles que connaîtra l'Algérie dans la décennie 90-2000, qui s'opposera de toutes ses forces au Front islamique du salut. J'ai eu l'occasion d'en discuter pas mal de fois avec Hossein Aït Ahmed au cours de mes recherches, et c'est évident que, avec d'autres, avec Alain Savary que j'ai déjà cité, avec Albert Gazier, bon, c'est évident que le 22 octobre 1956, le gouvernement n'est pas au courant. La seule personnalité gouvernementale, seul membre du gouvernement qui est informé, mais l'opération a déjà commencé, c'est le secrétaire d'État à la Défense, Max Lejeune. Et Lejeune ne donnera pas l'information à Guy Mollet, Lejeune va mentir. Lejeune va, parce qu'il est sous la coupe des autorités militaires, laisser les militaires, de leur propre initiative, commettre cet acte de détournement aérien. La France ajoute à son bilan, après la torture, après les exécutions, le détournement aérien. Voilà. Et ce n'est qu'une fois que les leaders indépendantistes, essentiellement Mollet, Aït Ahmed et quatre autres, je vous ai mis la diapo des gens qui sont arrêtés, enfin, qui sont arraisonnés, sont aux mains des autorités françaises. Ce n'est que bien des heures après que Guy Mollet, au cours d'un repas en l'honneur d'un général américain qui commande les forces de l'OTAN et qui quitte son poste, est mis au courant. J'ai le témoignage de ceux qui ont assisté à la scène, ils disent tous qu'il est devenu blanc comme neige. Et qu'il s'est retourné vers Max Lejeune, qui n'était pas très loin, et que Max Lejeune lui a menti. Résultat des courses, il est clair qu'il n'y est pour rien, mais le lendemain, dans la réunion convoquée à l'Élysée sous les auspices de René Coty, il va accepter de couvrir. Lors du Conseil des ministres, il va couvrir. Après coup, cet acte indéfendable qui met la France au banc des nations dans la communauté internationale. Alors vous mettez tout ça bout à bout. Alors, au Conseil des ministres, il y a aussi toute une typologie des positions. Max Lejeune, on me l'a décrit comme une sorte de garde champêtre qui a arrêté un voleur de pommes, là, qui est content. Enfin, un sou. Enfin non, je ne ferai pas de polémique aujourd'hui. D'autres proposent de les libérer immédiatement ou de les conduire en territoire neutre. Alain Savary, qui est une de mes sources, vous l'aurez compris, puisque j'ai eu l'honneur de classer ses archives et ses papiers, et qu'avant son décès, je l'ai aidé à rédiger ses mémoires sur cet aspect-là. C'est vieux, c'était en 1986. Et Alain est mort en début 88. Alain Savary a fait une proposition totalement à l'image du personnage, qu'il soit prisonnier sur l'honneur à la mosquée de Paris, à la grande mosquée de Paris. Tout le monde avait conscience de la catastrophe, même Mollet, mais comme le 6 février 1956, il a considéré que on les avait, c'était acquis, et que l'opinion publique ne comprendrait pas qu'on les libère.
C'est la faiblesse du personnage. La signification politique, elle est tragique, parce que ça ouvre la voie à un putsch, à un coup d'État militaire. Dans l'histoire de la République, comme le 6 février 1956, il a cédé devant l'émeute, même si je vous ai donné les tenants et aboutissants de son attitude, et ce qui n'est pas négligeable. Là, le 22 octobre 1956, il couvre, et l'armée comprend qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Et moi, politiquement, je suis persuadé, là encore, à l'image d'Alain Savary, de Robert Verdier, de Pierre Mendès France et d'autres, je suis persuadé qu'il n'y aurait jamais eu le putsch de 1958 qui ouvre le retour au pouvoir du général de Gaulle, parce que ça s'appelle un coup d'État en français, et nous y reviendrons, s'il n'y avait pas eu la technique du putsch, c'est-à-dire l'armée qui prend la décision et le pouvoir civil qui se couche le 22 octobre 1956. Un mot enfin pour conclure sur Suez. Sur Suez, Français et Britanniques estimaient que la communauté internationale leur foutrait la paix. Les Soviétiques, parce qu'ils sont en train de massacrer les Hongrois, c'est l'intervention soviétique en Hongrie, où les maîtres d'œuvre du point de vue soviétique sur place, c'est l'ambassadeur de l'Union soviétique en Hongrie, Yuri Andropov, qui sera plus tard chef du KGB, un des hommes vraiment les plus importants, les plus intelligents de l'histoire soviétique, et qui succédera à Léonid Brejnev, et qui malheureusement, parce qu'il a des problèmes de reins, mourra très rapidement, après un an d'exercice du pouvoir post-brejnevien, et c'est probablement une catastrophe du point de vue de l'évolution de l'Union soviétique. Et il s'appuie sur son premier conseiller en l'ambassade de l'Union soviétique à Budapest, un certain Mikhail Gorbatchev. Si je me permets d'indiquer tout ça, c'est pas pour étaler ma science, hein, c'est pas le propos. C'est que je crois qu'il est extrêmement de comprendre la généalogie politique des gens. Et je crois que vous commencez à me connaître de ce point de vue. Voilà. Et donc l'Union soviétique serait empêchée de réagir. Attendez, patatras, l'Union soviétique gueule comme un putois et menace tout simplement. Alors c'est du bluff. Mais menace d'atomiser Paris et Londres, ainsi que Tel Aviv, à cause de Suez. C'est du bluff parce que les missiles soviétiques, et tout le monde le sait dans les milieux militaires, n'ont pas la portée nécessaire pour arriver sur Paris, pour arriver sur Londres, pour arriver sur Tel Aviv. Sauf que quand vous menacez de balancer des armes nucléaires comme ça, un acteur fondamental, l'opinion publique. Et au même moment, l'ambassadeur américain, chose inouïe, annonce en plein Conseil des ministres qu'il interrompt en France. Vous comprenez ce que je veux dire? L'ambassadeur des États-Unis se permet de venir interrompre le Conseil des ministres de la République française. Et explique à Guy Mollet, mon pote, nous ne te couvrirons pas. L'OTAN, c'est niette. Et du point de vue américain, il faut dire que le président Eisenhower est fou furieux parce qu'il est en pleine campagne pour sa réélection. C'est en début novembre 1956 que va se jouer les élections. Donc l'opération franco-britannique tombe mal, vous comprenez? Et donc, contrairement à tous les plans sur la non-réaction de l'Union soviétique empêtrée en Hongrie et de Eisenhower empêtré dans sa campagne électorale, l'Union soviétique comme les États-Unis disent arrêtez de jouer au con. Voilà, c'est fini. Et donc les Britanniques vont obéir à l'ultimatum lancé par les Américains et par l'ONU.
La France va être obligée de suivre. Nasser va se trouver renforcé. Le petit leader de la petite Égypte qui tient tête aux grandes puissances colonialistes. Magnifique. Et là, la France se retrouve complètement à poil dans ses stratégies par rapport à la guerre d'Algérie. Et donc là, on passe à la guerre totale. Et la guerre totale, c'est à partir de décembre, l'intensification des attentats, la torture, la bataille d'Alger. D'autant que, et je vous l'ai mis dans une diapo et j'en terminerai par là aujourd'hui, le FLN s'est radicalisé. Comme en témoigne sa déclaration que je vous ai mise sur une diapo, qui pose en préalable à toute négociation, la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie. Excusez-moi, quand on négocie, on part de positions opposées, on essaye de se rapprocher, même si c'est du bluff par moment, pour trouver, voilà, on définit l'objectif que l'on veut atteindre, on part de positions plus extrêmes, et on se rapproche pour arriver à cette synthèse. Voilà l'objet d'une négociation. Là, vous posez le préalable de l'indépendance, il n'y a rien à négocier. Ce communiqué du FLN montre que le FLN ne veut pas négocier, tout simplement. Alors, j'ai été conduit à demander à Hossein Aït Ahmed, puisque c'est ma première, enfin, c'est pas ma seule, mais c'est en tout cas celui avec lequel j'ai eu le plus de contact sur cette affaire-là. Hossein Aït Ahmed m'a dit les choses très clairement. Je lui ai demandé, enfin, il y a un truc que je ne pige pas. Sous la 4ème République, vous mettez ce préalable qu'aucun gouvernement français ne peut accepter. Enfin, vous le savez très bien. Mais oui, on le sait très bien, on ne peut pas négocier. Bon. Et quand De Gaulle revient au pouvoir, vous l'enlevez. C'est-à-dire le FLN ne met plus en avant ce préalable à l'indépendance. Prêt à s'asseoir à la table des négociations. Il est vrai que l'armée française leur a beaucoup tapé dessus et que du point de vue militaire, ça se passe très mal pour l'armée de libération nationale algérienne. Ok, adjugé vendu. Aussi, Internet a eu cette réponse qui est frappée du sceau du bon sens et que je vous laisse méditer en termes de conclusion de cette vidéo. Écoutez, avec la 4ème République, on n'avait pas trop le choix. On était obligé de négocier sur la base de l'indépendance directement. On était obligé d'obtenir la reconnaissance de l'indépendance parce qu'on savait que dès lors que le gouvernement de la 4ème République qui l'aurait reconnu, qu'un gouvernement l'aurait reconnu, ce gouvernement serait immédiatement renversé. Mais il fallait donc qu'on ait la parole de la France, que c'était le but à atteindre. Pour ne pas recommencer à vide avec ses successeurs. Tandis qu'avec De Gaulle, on savait que De Gaulle nous dirait d'aller nous faire cuire un œuf. Mais ça n'avait aucune importance, puisque le lendemain, ce serait toujours avec lui qu'on négocierait. Et donc, Hossein Aït Ahmed mettait en avant, pour expliquer cette position extrêmement radicale et non constructive dans des négociations, Hossein Aït Ahmed mettait en avant l'instabilité chronique de la 4ème République. Alors, je vous laisse méditer sur la pertinence ou pas de cet argument, mais en tout état de cause, je le trouve, moi, particulièrement recevable. À plus tard.